Pourquoi une conversation téléphonique a-t-elle réduit l'adolescent au silence? Comment le coup de maillet a-t-il terrassé le fermier? Pourquoi les vidéos amusantes ont-elles étouffé le colocataire? Comment ces 3 personnes ont-elles été victimes d'un simple objet matériel? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Scotch Plains, dans le New Jersey, le 21 mai 1985. Voici la maison de la grand-mère de Mark Adams. Et voici Mark Adams. Il vient juste de recevoir la meilleure nouvelle de sa vie et il a hâte de la partager avec sa grand-mère, Nana. Nana, je suis admis. Oh mon Dieu, je suis si fière de toi. Merci. Le jeune homme est accepté à West Point, l'école militaire la plus prestigieuse des États-Unis. Mark a prévu de faire un saut chez sa petite amie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais alors qu'il s'apprête à partir, un orage se rapproche. Mark utilise une vieille astuce de Boy Scout pour savoir à quelle distance se trouve l'orage. Une astuce que connaît bien le météorologiste Chris Scott. On compte le temps entre l'éclair et le tonnerre. C'est un moyen de déterminer à quelle distance vous êtes de l'orage. Il faut compter les secondes entre l'éclair et le coup de tonnerre et diviser le nombre de secondes par 3, ce qui donne la distance en kilomètres. Si l'on se fie à cette règle, l'orage n'est qu'à 1 kilomètre de distance. Je vais rester encore un moment, c'est plus sûr. Oui, je préfère, c'est mieux. Si vous êtes assez près pour entendre le tonnerre, vous êtes assez près pour être foudroyé. Il vaut mieux rester à l'abri. Et l'un des meilleurs abris qu'on puisse trouver, c'est une maison. Dans une maison, le tableau électrique est relié à la terre par des tiges de mise à la terre qui peuvent absorber tout excès de charge. Donc, quand la foudre entre dans la maison et dans le système électrique, elle ne peut faire aucun dégât. Tandis que Mark attend que l'orage s'éloigne, ses pensées se tournent vers sa petite amie. Nana, je peux passer un coup de fil? Oui? Il est impatient de lui annoncer la nouvelle. Je suis désolé, je peux pas venir ce soir. Tu lui as dit? Pendant ce temps, l'orage se rapproche. Et chaque orage est unique. Il y a des éclairs très faibles et d'autres très puissants, qui durent longtemps et sont très chargés en électricité. Certains éclairs ont une charge électrique 1000 fois supérieure à celle qui circule dans nos maisons. Et quand la foudre est si puissante, il y a toujours un risque, même à l'intérieur d'une maison. Il peut y avoir un excès de charge qui essaye d'atteindre la terre. Pensez à tout ce qui est métallique dans une maison et qui peut être un bon conducteur d'électricité. Par exemple, la robinetterie. Prendre un bain, ce n'est pas une bonne idée. Et faire la vaisselle non plus. Pendant que Nana lave les assiettes et que Mark bavarde, un énorme éclair frappe les lignes électriques qui alimentent la maison. Des centaines de millions de volts affluent à travers les lignes et atteignent les tiges de mise à la terre. Mais la puissance de l'éclair est telle que les tiges ne peuvent absorber l'excès massif de courant. La foudre peut surcharger le système et entrer dans la maison. Pendant une fraction de seconde, tous les appareils électriques de la maison reçoivent une violente surcharge
qui frappe également la ligne téléphonique. Le courant électrique jaillit à travers le récepteur et se dirige droit vers le cerveau, comme nous l'explique le docteur Peter Lynn. C'est un raz-de-marée d'électricité qui jaillit et qui détruit toutes les cellules cérébrales. Une telle décharge ne pouvait que le tuer. Marc? Marc? Tu es là? Le jeune homme meurt en quelques secondes. Il n'a sans doute ressenti aucune douleur, parce que pour sentir la douleur, il faut que le cerveau fonctionne. Mais comme le cerveau était détruit, la mort a dû être instantanée. Mark Adams voulait seulement partager sa joie. Malheureusement, c'est une triste nouvelle qui s'est répandue ce jour-là. Celle de sa mort aussi subite qu'inhabituelle. Rabat à Malte, le 1er octobre 1981. Voici John Magri. Il vient d'acheter une parcelle de terrain pour se lancer dans la culture de pommes de terre. C'est un féculent qui pousse bien dans la terre sèche de Malte. Une terre qui est restée intacte depuis la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, la petite île de la Méditerranée était assiégée, comme nous le raconte l'historien Richard Dinardo. En 1942, il y a eu 1 millier de morts et environ 4000 blessés. En raison de la position stratégique de Malte, les Allemands voulaient empêcher les Alliés de prendre position sur l'île. Et ils font tout pour que cela ne se produise pas. Les avions pilonnaient l'île sans relâche. Les raids aériens ne sont qu'un lointain souvenir pour John. Sa priorité, c'est de nettoyer son terrain. Et pour cela, il faut se débarrasser de tous les déchets. C'est alors qu'il remarque une vieille boîte rouillée. C'est un morceau de métal qui pèse son poids. John pense qu'il pourrait en faire bon usage. Et tandis qu'il rentre chez lui, son imagination se met en marche. Il ignore que l'objet qu'il tient dans ses mains pourrait le faire exploser en 1000 morceaux. Cette bombe est une mine antipersonnelle. Elle est conçue pour tuer les gens. Peu importe que ce soit un civil, un militaire, un marin ou un pilote, tout est dans le nom, antipersonnel. Les Alliés l'appelaient la bombe papillon, parce qu'elle possède 2 ailes en métal qui, en s'ouvrant, arment le détonateur. La plupart de ces bombes sont conçues pour exploser uniquement quand on les touche. Si vous essayez de la déplacer, vous enclenchez le mécanisme de détonation. Mais cette bombe est ancienne. Elle a perdu ses ailes et l'objet ne semble pas dangereux. Ce qui n'est pas surprenant après avoir passé 40 ans dans la Terre, comme nous l'explique le sergent Glenn Warner. Une fois que la bombe est enterrée, elle perd sa couleur. Elle devient rouillée. Si on ne sait pas ce que c'est, on peut très bien la prendre pour s'en servir comme outil. C'est exactement ce que John a en tête. Il veut en faire un outil de jardinage. Il ignore que la vieille boîte en métal contient une charge explosive. 225 grammes de TNT. C'est ce qui donne la puissance pour projeter les éclats à plus de 60 mètres. À suivre, comment une bombe vieille de plus de 40 ans Ça a dû être horrible. a-t-elle explosé? John Magri nettoie son terrain à Malte quand il découvre une mystérieuse boîte en métal dont il pense avoir l'utilité.
n'imagine pas une seconde que l'objet qu'il a rapporté est en fait une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale. Ça ressemble à une canette. Ça y ressemble vraiment. John n'a plus qu'à souder la boîte sur un manche, ce qui lui fera un maillet idéal. Du moins, c'est ce qu'il croit. Car à l'extrémité de son maillet, il y a 225 grammes de TNT. Mais la chaleur ne va rien déclencher. Le TNT est insensible à la chaleur et au froid. La soudure n'aura aucun effet. La détonation est censée se produire quand on touche la bombe, ce que John ne se prive pas de faire. Mais après avoir passé 40 ans sous terre, l'engin est corrodé. Elle était rouillée et la rouille grippe le métal. Pensez à tous les objets que vous avez eu du mal à ouvrir parce qu'ils étaient fermés par la rouille. La rouille a sans doute détérioré la bombe, mais pour l'instant, c'est elle qui protège John. Pas pour longtemps. Le fermier ne se doute pas qu'il est sur le point de manipuler suffisamment d'explosifs pour faire sauter un camion. L'objectif était de tuer dans un rayon limité. Si elle explose à 10 mètres de vous, vous avez un gros problème. À chaque coup de maillet, John enfonce son piquet dans la terre. Et il secoue les entrailles de la bombe. La force de l'impact détache la rouille qui s'était accumulée autour du détonateur. La bombe est désormais prête à exploser. Quand il a enlevé la rouille, il a réactivé les composants actifs de l'engin. John travaille sans relâche. Sans servir de maillet, je ne vois rien de plus perturbant pour un mécanisme qui doit rester stable. Il donne encore un coup de maillet, mais cette fois, les conséquences vont être fatales. Une fois que le détonateur est activé, l'explosif à l'intérieur de la bombe se déclenche très vite. L'explosion projette le fermier dans les airs. Ça a dû être horrible. Il était très près de la bombe. John Magri meurt sur le coup. Les éclats d'obus, l'onde de choc due à l'explosion, on ne peut pas faire pire. John Magri voulait seulement une bonne terre fertile. Malheureusement pour lui, sa seule récompense s'est traduite par une mort aussi subite qu'inhabituelle. Province de Colombie-Britannique au Canada, le 26 février 2009. Voici Bob Cyrils. Ce n'est pas le temps qui lui manque. C'est l'argent. Attends, je vais t'aider. C'est la raison pour laquelle il a pris une colocataire afin de l'aider à payer le loyer de son duplex. Tu as un vélo? Oui. Un coup de main? La jeune étudiante a beaucoup d'affaires. Attention, attention. Joanne ne tarde pas à se sentir chez elle. Mais elle n'aime pas la télévision. Elle préfère l'ordinateur qui la distrait beaucoup plus. Et son ordinateur est portable, grâce à une récente découverte en matière de batterie, comme nous l'explique Louis Bloomfield. Les batteries au lithium ont révolutionné les ordinateurs portables. On a une batterie qui accumule beaucoup d'énergie et qui ne pèse pas très lourd. Le lithium est l'un des métaux les plus légers au monde. Et il a une grande capacité de stockage d'énergie. Elle peut alimenter un appareil pendant des heures avec toutes ses fonctionnalités sans ajouter beaucoup au poids de l'ordinateur. Bob remarque très vite à quel point Joanne s'amuse.
Qu'est-ce que tu regardes? Regarde. Les deux colocataires se découvrent un point commun. Un amour immodéré Incroyable. pour les vidéos d'animaux. J'adore, c'est super. Quand Joanne s'aperçoit que Bob est très bon public, elle se connecte sur le site d'un festival de films virtuels. Mais soudain, l'ordinateur s'éteint. C'est un problème récurrent depuis plusieurs mois. L'appareil ne peut fonctionner que s'il est branché, car la batterie n'est pas seulement vieille, elle est défectueuse. La batterie était très usagée. Elle avait été rechargée très souvent. Donc, elle ne se rechargeait plus. Ce défaut était connu sur ce modèle de batterie. Il a d'ailleurs été rappelé parce qu'il y avait trop de problèmes. Les heures passent. Bob et Joanne sont allés se coucher. Mais ils ont laissé l'ordinateur branché. Laisser brancher un appareil qui contient une batterie, ça attire des ennuis. L'électricité qui se déverse dans la batterie défectueuse ne la recharge plus. Elle la chauffe. Plus la batterie chauffe, plus elle génère elle-même de la chaleur, donc à la fin, elle finit par s'enflammer. Et quand la batterie prend feu, elle projette des produits chimiques brûlants. C'est comme si on lançait de l'essence à briquet et qu'ensuite on gratte une allumette. Et comme l'ordinateur se trouve sur le canapé, le feu ne met pas longtemps à se propager. Ce qui alerte Bob. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Joanne! Joanne! Il se précipite pour réveiller Joanne. Sors de la maison. Prends la sortie de secours, je m'en occupe. Sors de la maison. Joanne s'approche d'une petite fenêtre à l'arrière de l'appartement. Tandis que Bob s'efforce d'éteindre les flammes, Joanne ouvre la fenêtre. Elle ne se doute pas qu'elle va ainsi transformer l'incendie en un brasier infernal. L'appel d'air attise le feu. En l'espace de quelques secondes, Bob est pris au piège. Il ne lutte plus pour éteindre les flammes, mais pour respirer, comme nous l'explique le docteur Peter Lynn. Le feu dévore tout l'oxygène. Quand il n'y a pas d'oxygène, l'air est saturé de dioxyde de carbone, mais aussi de cyanure d'hydrogène. Et le cyanure est un poison qui empêche les cellules de produire de l'énergie. Bob est prisonnier des vapeurs toxiques. Toutes ces émanations toxiques l'empêchaient de se concentrer. Et comme ses muscles ne produisaient plus d'énergie, il ne pouvait plus bouger. Il a fini par s'effondrer. Quand votre corps est privé d'oxygène, vous suffoquez. Un simple ordinateur avait ouvert à Bob de nouveaux horizons. Mais il ignorait que cette distraction inédite serait l'artisan de sa mort, aussi subite qu'inhabituelle. On ne prévoit pas toujours les dangers qui peuvent survenir au quotidien. Alors n'oubliez pas, une conversation téléphonique peut très mal se terminer. Donner des coups de maillet peut vous terrasser pour de bon. Et jouer avec un ordinateur peut s'avérer fatal. L'adolescent, le fermier et le colocataire, tous trois pensaient manipuler des outils ordinaires. Mais ces objets apparemment inoffensifs ont provoqué leur mort de manière aussi subite qu'inhabituelle.